Bonjour. Bon, je rappelle que le troisième, plutôt le deuxième, le troisième et le quatrième chapitre, c'est pratiquement la même chose, d'accord? Donc c'est pourquoi, ben, il faut faire très attention. Je dis pourquoi, je peux dire que c'est lié parce que ce soit le calcul de l'intégration numérique ou que ce soit la résolution des équations, différentielles, donc notamment le problème de Cauchy, donc sont des chapitres où on utilise essentiellement l'interpolation. Donc sont ces trois chapitres, donc on peut les regrouper en fait dans un chapitre en disant voilà, c'est interpolation et application. Donc c'est pourquoi bon, je réponds à certaines questions. Les étudiants m'ont dit bah, le dernier chapitre, est-ce qu'il rentre pas dans l'examen? Bah, le dernier chapitre, c'est une application du troisième. Ce n'est pas donc un chapitre indépendant parce que en fait, faisons rien de très particulier. Ce que nous avons, c'est un problème de Cauchy, c'est-à-dire une équation différentielle. Bah, on utilise quoi? On utilise l'intégration numérique, c'est-à-dire toutes les méthodes que nous avons vues dans l'autre chapitre. D'accord? Donc, c'est une application. Donc, je pouvais donc appeler ça application chapitre 3 et non pas vraiment un chapitre indépendant. Donc, ça, c'est grosso modo ce que je voulais dire. Donc, par rapport à certaines questions que j'ai reçues. Bon, et la dernière question était évaluer l'erreur commise en considérant les points supports 0, 1, 4, 1 demi, 3 quarts et 1. Donc, ici, je voulais juste dire que pour cette question, ce n'est pas nécessaire de calculer ou déterminer le polynôme d'interpolation. C'est des choses où il faut faire très attention par rapport à certains éléments et la compréhension des questions. Ici, ce qu'on demande, c'est l'erreur et non pas de déterminer et de calculer donc le polynôme d'interpolation. Donc, déterminer l'erreur, c'est nous avons la formule, donc nous pouvons donner directement donc l'expression. Rien dans cette question ne demande de déterminer le polynôme d'interpolation depuis le début. Hein, voilà. L'erreur. On ne va pas refaire, calculer, essayer. Nous avons 5 points, donc c'est P4. Nous n'allons pas déterminer le polynôme d'interpolation P4 de X pour évaluer l'erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur, nous avons la formule. Bon, l'erreur, c'est ici, ce qu'il faut déterminer, c'est n. Donc, nous avons n égale à, je l'ai dit, donc 4. Donc, ici, nous avons 0, 1 quart. Voilà, c'est un pas de 1 quart sur l'intervalle 0, 1. Donc, nous avons 0, 1 quart, puis c'est 2 fois 1 quart qui est 1 demi, puis c'est 3 fois 1 demi, c'est 3 fois 1 quart, puis c'est 1. Donc ici, nous sommes sur l'intervalle 0, 1 avec h qui est égal à 1 quart. Bon, 1 quart, c'est-à-dire, bon là, nous avons x0, x1, x2, x3 et x4. Évidemment, si je veux vérifier, h c'est 1 moins 0 sur 4. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, l'erreur, j'ai la formule. Hein, je n'ai pas besoin de calculer ou de déterminer le polynôme d'interpolation. En de x est égal, ou il est inférieur ou égal, ce que vous voulez, 1 sur n plus 1, 5 factoriel. La valeur absolue de quoi? De x moins x0 jusqu'à x moins xn, ici c'est 4. C'est là le polynôme P que nous avons qualifié comme étant le produit de ces termes-là. Et là, c'est le sup de quoi? De la dérivée d'ordre 5 de x, avec x qui appartient à 0. Donc là, c'est la formule. Après, la majoration, il faut déterminer une constante pour ce sup. Évidemment, pour déterminer une valeur pour le sup, ben, nous avons la fonction f, ben, il faut calculer la dérivée première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et étudier cette fonction cinquième. Bon, la dérivée cinquième, peut-être, on sera amené à calculer aussi la dérivée 6.
Donc ici, bien sûr, c'est un exercice de TD. Il ne faut pas dire, bah, il y a beaucoup de calculs, comment je vais faire l'examen et tout. Non, ici, c'est un exercice d'application d'abord. Donc, il faut savoir réussir cet exercice d'application. Bah, le jour de l'examen, peut-être, il y aurait d'autres éléments. Mais surtout, il ne faut pas dire, bah, comme l'examen, c'est juste 1 heure ou 1 heure et demie, donc on ne risque pas de nous donner un exercice avec la dérivée cinquième, donc je ne vais pas faire cet exercice. C'est une idée qui est très fausse parce que pour poser des questions, nous avons plusieurs méthodes et donc particulièrement des adaptations qui vont faire que vous aurez donc moins de calculs à faire, mais vous devez connaître cette formule. Donc voilà, le sup, j'ai dit qu'il faut calculer, nous n'avons pas le choix, f seconde jusqu'au f5, la dérivée d'ordre 5 ou la dérivée d'ordre 6 pour étudier les variations ici de la dérivée d'ordre 5 et déterminer, cette étude va nous déterminer ce sup-là de la valeur absolue de la dérivée d'ordre 5 de x et le sup c'est sur 0,1. Une fois je détermine ce sup, qui va être une constante m, ben, l'erreur ponctuelle, elle est déterminée, elle est donnée par une majoration qui est E4 de x est inférieur ou égal à 1 sur 5 factoriel, qui est 120, valeur absolue de x moins x0, c'est-à-dire x moins 0, bon, je peux remplacer ici x moins 1 quart, x moins 1 demi, x moins 3 quarts et x moins 1. Voilà. Et bien sûr, j'ai m ici, donc je vais multiplier par m là. Donc voilà la majoration. Évidemment, il va rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dépend de x. L'erreur d'interpolation, elle dépend de x. L'erreur d'interpolation est une fonction de x. Donc ici, c'est une majoration. Ce n'est pas comme l'autre chapitre où on trouve une constante. Ici, la majoration est une fonction qui dépend de x. Je prends x égale à 1 demi. Ben, je vais trouver l'erreur qui est la différence entre f1 demi et p4 de 1 demi. Je prends un autre point 3 quarts. Bon, pas 3 quarts, 3 quarts c'est un point d'interpolation. Je sais que l'erreur, il n'y a pas d'erreur, l'erreur est 0, mais je prends même pour 1 demi, hein, je ne dois pas prendre les points d'interpolation. Donc je vais dire, je vais prendre, alors, une valeur qui appartient à cet intervalle, 0,2, 0,2, d'accord? C'est-à-dire un cinquième, d'accord? Un cinquième, il appartient bien à 0,1. Donc, l'erreur de 1 cinquième, l'erreur 4 de 1 cinquième, qui est égale à quoi? F de 1 cinquième moins P4 de 1 cinquième. Et est inférieur ou égal. Et je vais remplacer ici x par 1 cinquième pour pouvoir donc obtenir cette majoration ponctuelle. Alors que la formule, il nous donne une majoration globale comme fonction de x. Voilà donc ce qu'il y avait à dire par rapport à ce dernier donc, exercice. Maintenant, par rapport à les exercices de la série suivante, regardez la solution, elle est disponible. Je vais donc pouvoir la mettre juste après cette séance sur Moodle. Donc, là, on va discuter des méthodes, mais les calculs, bien sûr, ceux qui ont déjà essayé de faire les calculs, ils auront la possibilité de comparer le résultat. Les autres, vous aurez les calculs qui sont déjà sur la solution que je vais donc mettre sur Moodle juste après cette séance. Donc, nous allons discuter juste les méthodes, quelques éléments de calcul, mais pas les détails des calculs, évidemment. Bien. Alors, le premier exercice de cette série 2, on considère une fonction f définie sur l'intervalle 2, 2,4
dont on connaît les valeurs suivantes. Nous n'avons pas d'expression. Ça, c'est parmi les éléments qu'il faut bien analyser dans un exercice. Est-ce que nous avons l'expression de la fonction ou non? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Regardez, pour l'erreur, par exemple, si nous n'avons pas l'expression de la fonction, nous ne pouvons pas déterminer le sup de la dérivée d'ordre n ou n plus 1. D'accord? Donc, c'est parmi les éléments qu'il faut comprendre rapidement. En commençant ici, c'est une fonction qui est donnée juste par quelques valeurs. On connaît f de 2, f de 2, 1, f de 2, 2, f de 2, 3 et f de 2, 4. Établir le tableau des différences finies ou des différences différences finies, oui, alors c'est la même chose que différences divisées. Bon, on peut même rectifier ici. Différences finies ou différences divisées, c'est la même chose. Le tableau des différences divisées avec ses valeurs. D'accord? Bon, alors, le tableau maintenant doit devenir quelque chose de normal, un outil de travail donc normal. Alors, nous avons f de 2, voilà, alors f de 2, nous avons déjà, on va dire ici, 2, 2,1, 2,2, 2,3 et 2,4. Nous avons les images sont 5, 2, 6, 4, 5, 2, 6, 4. Alors, 5, 2, 6, 4, 5, 8. Et puis les deux dernières valeurs, 6, 1 et 6. Voilà. 6, 1 et 6. Donc, c'est les valeurs que nous avons pour cette fonction. Quelques xi et leurs images. Et bien sûr, il faut compléter dans ce tableau. Bien sûr, ici, c'est xi. Là, c'est yi. C'est une qui est égale à f de xi, mais c'est une fonction qui est donnée par un ensemble de valeurs et non pas une expression. Donc, nous avons les indices ici, i. Il varie de 0 jusqu'au 4. Ça, c'est les indices. Il n'est pas nécessaire de l'écrire, mais c'est juste pour l'explication. Les xi, et puis on va calculer les différences divisées. Différence divisée d'ordre 1, c'est 6,4 moins 5,2 sur 2,1 moins 2, c'est-à-dire 0,1. D'accord? Ici, c'est 4. Et puis, je vais venir ici, c'est 5,8 moins 6,4 sur 0,1. La même chose. De 2 moins 2,1. Ici, c'est 6,1 moins 5,8. 6,8 moins 5,8 sur 0,1. Toujours. Et là, c'est 6 moins 6,1 sur 0,1. Là, c'est les différences divisées d'ordre 1. Les différences divisées d'ordre 2, j'aurais pas ces deux valeurs. Mais là, bien sûr, ici, je dois calculer. Je ne vais pas laisser ces valeurs comme ça. D'accord? Par exemple, ici, c'est 1,2. Oui, C'est 12 ici, la première. oui, c'est 12. D'accord? Ici, c'est moins 6. C'est Moins 6. bien. Moins Alors, 6. d'accord. Il y a toujours un petit souci avec ton micro. Oui. Alors, moins 6, 3 et moins 1. D'accord? Moins 6, 3 et, et moins 1. Et puis, voilà, ici, j'aurai moins 6, moins 12 sur quoi? Attention, ce n'est pas 0,1 ici, c'est 2,2 moins 2, c'est 0,2. La même chose ici, 3 moins moins 6 sur 0,2. Et là, c'est moins 1, moins 3 sur 0,2. Et je continue. Voilà. Donc ici, nous pouvons vérifier ces valeurs-là. D'accord? Donc, Moins comme ça, 90, 45, moins 20. voilà, comme ça a été dit par votre camarade, moins 90, 45, moins 20. Et puis, au niveau supérieur, qui est 3, 450 et moins 650 sur 3. Oui, c'est Et puis, et puis, 5,32.
Oui, on peut donner une valeur approchée. Là, j'ai préféré garder les valeurs exactes. Et puis, comme nous avons 5 points, ben, nous allons développer les calculs jusqu'aux différences divisées d'ordre 4. C'est-à-dire, là, on n'aura qu'une seule valeur. Cette valeur, c'est bien sûr moins 5000 ici sur 3. J'ai gardé la valeur exacte. Bien sûr, vous pouvez donner une valeur approchée. Ben, attention, faites attention au dénominateur. Hein. Regardez ici, c'était un point, donc 2 points consécutifs. La différence était 0 point, comme nous avons une discrétisation ici. Au niveau 2, on saute un point, donc la différence devient 0,2. Au niveau 3, on saute 2 points, donc la différence devient 0,3. Et là, c'est dernier point moins premier, la différence est de 0,4. Voilà donc comment on calcule les différences divisées. Il n'y a aucune difficulté, vraiment aucune. Il faut juste faire très attention au calcul et ne pas commettre d'erreurs lorsqu'on essaie de remplacer. Concrètement, beaucoup parmi vous me posent la question, est-ce qu'on peut utiliser un tableau? Bien sûr, vous pouvez utiliser un tableau, mais vous devez écrire ce rapport, celui-là. D'accord? Celui-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner directement 12 ici, dans cette case. Il faut écrire le rapport et puis vous n'êtes pas obligé de développer les calculs ici. Je vous ai montré ça plusieurs fois. Ce qu'on vous demande, c'est de poser la définition, ce rapport-là, c'est-à-dire vous connaissez la définition, vous utilisez votre calculatrice avec des parenthèses directement pour obtenir 12 et donner la réponse. Vous n'êtes pas obligé de faire un calcul manuel, de remettre au même dénominateur, de diviser ou de multiplier par 10, non, non, d'accord? Donc, n'oubliez surtout pas cette remarque. Vous voulez calculer une différence divisée, vous remplacez dans la définition, donc vous donnez comme ici, les valeurs, voilà, moins 6, moins 12 sur 2,2, moins 2. Prenez votre calculatrice, vous mettez entre parenthèses moins 6, moins 12, divisé entre parenthèses 2,2, moins 2. La calculatrice, elle va vous donner exactement moins 90. Et là, par rapport à la réponse de votre camarade tout à l'heure, vous le savez sans doute, lorsque vous obtenez une valeur décimale, c'est-à-dire avec une virgule, dans les calculatrices scientifiques, vous avez une touche pour revenir à la dernière fraction. Donc, vous pouvez toujours donner la valeur exacte. D'accord? Donc, c'est des choses que vous devez manipuler sur vos calculatrices que vous allez utiliser le jour de l'examen, par exemple. Voilà. Donc, différence divisée, moi, je pense que ça doit être clos dès maintenant, c'est-à-dire que maintenant, personne ne doit commettre des erreurs ici. D'accord? La définition est simple et claire. La présentation dans un tableau facilite encore les calculs. Ben, il faut juste connaître les propriétés et bien faire les calculs. Évidemment, si on se trompe dans les calculs, ben, là, ça peut arriver, mais il faut faire de sorte que ça n'arrivera pas. Bien. Alors, on déduire le polynôme d'interpolation d'ordre 4. Ben, évidemment, c'est un P4. Donc, le polynôme d'interpolation d'ordre 4, nous avons les points, nous avons les valeurs, et donc nous pouvons utiliser les polynômes de Newton et donner le polynôme d'interpolation. Donc, je dois d'abord repérer les différences divisées que je vais utiliser. Évidemment, ces différences divisées, c'est 5,2, c'est 12, c'est cette valeur que nous avons trouvée ici qui était 90 ou moins 90. Voilà. Moins 90. Au niveau supérieur, vous allez trouver 450, je suppose. Ou bien, je ne sais pas si c'est 450 au moins. Oui, c'est 450. Et puis, à la fin, c'est moins 5000 sur 3. La dernière valeur ici, la dernière colonne, c'est moins 5000 sur 3. Voilà les différences divisées que j'utilise. Ben, rappelez-vous, les différences divisées que j'utilise, c'est les différences divisées sur la diagonale. D'accord? C'est-à-dire la première valeur sur chaque colonne. C'est aussi simple que ça. J'ai des colonnes, donc je regarde la première valeur sur chaque colonne. La première valeur ici, c'est 5,2. La première valeur ici, c'est 12 et je continue. Eh bien, je vais écrire le polynôme d'interpolation. P4
j'ai 5 points. J'ai le dernier indice qui est n, qui est 4 ici. Donc, P4 de x égale. Ici, je multiplie par n0. D'accord? Donc, 5,2 fois 1. Je sais que n0, bon, je peux l'écrire ici. Plus 12 fois n1 de x. Moins 90 fois n2 de x. Plus 450 fois n3 de x. Moins 5000 sur 3 fois n4 de x. Ça, c'est l'écriture polynôme d'interpolation dans le polynôme de Newton, comme ce que nous avons fait dans les autres exercices pour le polynôme, pour les polynômes classiques de Lagrange. Nous avons ici la base, elle est donnée par les in-i, et les coefficients par rapport à la base sont donnés par les différences divisées. Par rapport à la méthode de Lagrange, nous avons la base est donnée par les polynômes de Lagrange, Li, et les coefficients dans cette base sont donnés par f, x, i. Je remplace, et bien sûr, il y a un calcul à faire, évidemment. Donc ici, n0, bon, de x, c'est 1. n1 de x, c'est x moins la première valeur, 2. Ensuite, n2 de x égale à le produit des de deux facteurs, x moins 2, x moins 2,1. n3 de x, c'est le produit de trois facteurs, d'accord? Donc, c'est x moins 2, x moins 2,1 et x moins 2,2. Et finalement, n4, c'est le produit de quatre facteurs cette fois, qui sont et x moins 2, 1, 3. Comment je peux vérifier que ce que j'ai fait est correct? Ben, je dois chercher le dernier point. Le dernier point 2, 4 ne doit pas figurer ici. Donc, ces polynômes ont l'air d'être conformes aux attentes. Bien sûr, ici, il y a un calcul important. C'est un exercice d'entraînement. Évidemment, il y a un peu plus de calcul. Donc, je prends toutes les valeurs. Je remplace les polynômes par leurs expressions. Je développe lorsqu'il faut développer. Je ordonne. Il y a un calcul. Hein, ce n'est pas un calcul négligeable, c'est un calcul important, mais c'est un entraînement. Donc, ici, c'est ce que nous avons fait. D'accord? Vous voyez là, 450. Doucement. Oui? Est-ce que vous voulez donner une réponse ou vous avez une remarque? Oui? Non, je vais dire les calculs là, c'est un peu lourd. Oui, bien, je l'ai dit, oui, les calculs, oui, ne sont pas faciles, mais c'est un bon exercice d'entraînement. D'accord? Donc ici, j'ai déjà développé les calculs, j'ai gardé les fractions, il faut factoriser par, vous allez développer, vous allez trouver x, x au carré, x au cube, jusqu'à x à la puissance 4. Donc, vous devez factoriser et calculer. Oui, il y a un calcul qui n'est pas facile, mais à ce niveau-là, ce calcul, vous pouvez le faire sur calculatrice, même lorsqu'il s'agit de fractions. C'est pourquoi j'insiste sur le fait, apprenez à utiliser vos calculatrices. Sur vos calculatrices scientifiques Casio, vous pouvez calculer A sur B plus C sur D. Les fractions, vous avez une touche pour ça. N'utilisez pas la division qui vous donne des nombres. Donc, un nombre décimal, vous utilisez la petite touche ABC où il y a des fractions. Donc, sur une calculatrice, vous pouvez, à votre niveau, utiliser dans une seule ligne de calcul, par exemple ici, vous allez taper 198 230 fraction 3, et non pas divisé, fraction 3, plus ça, plus ça, plus ça, et vous aurez votre réponse. J'ai préféré garder ici les fractions. Vous pouvez aussi donner les valeurs approchées. C'est ce que je donne à la fin, pour que vous puissiez vérifier. Oui, les calculs ne sont pas faciles, mais il faut essayer de faire les calculs. C'est un chapitre qui est partagé entre la connaissance mathématique, l'utilisation de théorèmes mathématiques et la compréhension de l'analyse numérique et les calculs, parce qu'on ne peut pas comprendre réellement l'analyse numérique sans faire de calculs. Bien. Donc, c'est
le polynôme P4 qu'on va trouver suite à ce calcul, soit avec des fractions, des valeurs exactes, soit avec des valeurs approchées et arrondies. Voilà. Alors, ici, la question est, peut-on donner à partir du tableau précédent les polynômes d'interpolation par rapport aux points x0, x1, x2 et x3? Oui, on peut donner. Oui, c'est ce que nous avons dit la dernière fois. La force de cette méthode de Newton, c'est qu'elle nous permet d'ajouter ou d'enlever des points au début ou à la fin du tableau. Hein. Il faut bien remarquer que je ne peux pas enlever 2.2 qui est au milieu. Pourquoi? Parce que le calcul sinon je dois refaire les calculs. Parce que les calculs de différence divisée de supérieur, bon, avant et après, ben, ils dépendent de 2.2. Donc, mais je peux enlever un point au début et je vais décaler les calculs. Sinon, je peux enlever un point donc à la fin et refaire appliquer directement la définition. Donc ici, pour x0, x1, x2 et x3, donc mon tableau va s'arrêter à ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire que cette valeur n'existera plus. Donc, le polynôme d'interpolation ne va pas être un polynôme de degré 4, mais seulement de degré 3. Degré 3, oui. Bien sûr. Et le N4 n'a pas de signification. Parce que ici, nous n'avons que 4 points. Donc, les polynômes sont 4 aussi, de 0 à 3. Ils n'ont pas de 0 à 4. Et donc, je vais refaire les calculs à partir de ce niveau-là. Je ne vais pas refaire les calculs dans le tableau. Les valeurs, je vais utiliser encore 5.2, 12, moins 90 et 450. Est-ce que je peux enlever 0, x0? Oui. Sauf que là, il faut faire très attention pour x0. Alors, pour x0, voilà. Je vais enlever cette ligne. Bien, je vais enlever cette ligne. Et donc, il faut faire très attention. La première différence divisée, c'est celle-là. Cette valeur n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de 5.2 qui était enlevé. Donc, la première valeur sur cette colonne va être moins 6. Voilà. Cette valeur n'existera plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle dépend de 12. Mais 12 a été aussi barré. Donc, je fais quoi? Ben, j'élimine toutes les valeurs qui sont sur la première diagonale, la diagonale utilisée tout à l'heure. Et je passe aux deuxième valeur. D'accord? Évidemment, cette dernière valeur ici, comme sur la dernière colonne, il n'y a qu'une seule valeur, cette valeur n'existera plus. Et donc, même 450, je vais utiliser la valeur qui est en dessous de 450. Je vais revenir sur le tableau tel qu'il a été donc calculé auparavant. Voilà. Je ne vais plus utiliser, je supprime 2, j'enlève 2. Je vais utiliser 6.4 et je vais utiliser moins 6 et je vais utiliser 45 et je vais utiliser moins 650 sur 3. C'est-à-dire, je descends d'un cran, je descends vers la deuxième diagonale. Et parce que la première n'a pas n'existe plus. Regardez les premières valeurs, elles dépendent toutes de 2. Là, on va chercher, on va trouver 2 ici. Donc, toutes les valeurs où nous avons utilisé 2 ne peuvent pas figurer dans ce tableau-là. Et donc, oui, nous pouvons enlever et ajouter aussi des points au début et à la fin. Si je décide de supprimer 2.2, ben les choses ne vont pas être de la même manière. Pourquoi? Parce que 2.2, j'ai des valeurs qui dépendent donc de part et d'autre. Et donc, je supprime la ligne 2.2, je dois supprimer encore la ligne qui précède et la ligne qui va venir après. Donc, ça devient pratiquement, ça revient à refaire les calculs du début. Donc, lorsqu'on dit ici, on peut enlever, ajouter des points, ben, bien sûr,
Il faut enlever et ajouter des points au début ou à la fin. Voilà donc l'illustration pour supprimer le dernier point. Il n'y a rien de... Même l'organisation de tableau ne change pas. Je supprime la dernière ligne et je considère toujours le diagonale avec les valeurs 5, 2, 12, moins 90, 450. Je reformule mon polynôme. Il est peut-être 3 maintenant et c'est bon. Pour la première valeur, oui, la même chose. Donc, c'est la première diagonale qui va disparaître. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs utilisent 2. Et donc, je vais récupérer et utiliser la deuxième diagonale où il y a 6, 4, moins 6, 45 et moins 650 sur 3. Et je vais remplacer et obtenir donc polynôme d'interpolation. Par contre, ici, nous ne pouvons pas ajouter, c'est la remarque, nous ne pouvons pas ajouter ou supprimer des points au milieu de tableau. C'est soit au début, soit donc à la fin. Bien. Ensuite, alors, donner une valeur approchée de f de 2,25 et donner une majoration de l'erreur si f est de classe C5. Bon, f de 2,25, une valeur approchée, c'est P4 de 2,25. Nous avons déjà calculé le polynôme d'interpolation, donc on donne la valeur absolue. Et majoration de l'erreur, nous étions en train de parler de l'erreur un instant. Nous n'avons pas l'expression de la fonction ici, donc je vais écrire la majoration, d'accord, par n égale à 4, c'est-à-dire 1 sur 5 factoriel. Le produit des x moins xi, donc j'aurai x, valeur absolue de x moins 2, x moins 2,1, x moins 2,2, x moins 2,3 et x moins 2,4 entre valeurs absolues, quoi le sup de la dérivée 5 de x, le sup sur 2,4. Comme je n'ai pas l'expression de la fonction, je ne peux pas calculer ce sup, donc je vais le garder, cette majoration comme ça, c'est-à-dire c'est comme si on nous demande juste l'expression. Bon, voilà. F de 2,25, c'est P4, c'est approximativement égal à P4 de 2,25. Pour l'erreur, l'égalité, hein, faites la différence entre égal ici et inférieur ou égal ici. Lorsqu'on veut écrire égal, c'est il existe un xi, donc c'est le théorème de Rolle généralisé que nous avons vu, et il existe, c'est-à-dire qu'il est inconnu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il appartient à l'intervalle. Donc là, j'ai égal. Mais souvent, généralement, on utilise une majoration. Majoration, c'est que m, c'est le sup sur l'intervalle de f5 de x. Et ici, nous ne pouvons pas calculer cette expression, ce sup, cette valeur m qui est le sup. Nous ne pouvons pas calculer cette valeur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'expression explicite de la fonction. Une deuxième remarque aussi ici. Donc, on peut, une autre remarque en fait, on peut donner une valeur, une approximation de f de 2,25 en utilisant les autres polynômes que nous avons calculés. Mais bien sûr, si je vous pose la question ici, quel est le calcul le plus précis, la valeur qui est la plus proche de la réalité, bah, évidemment, ça va être avec P4. D'accord? C'est l'erreur, l'erreur, elle est bon, la plus petite. Et donc, c'est une précision qui est plus importante. Il faut comprendre cette dualité. Lorsque l'erreur prend des valeurs de plus en plus petites, la précision, elle est d'autant plus importante. Voilà donc par rapport à ce calcul. Oui, la remarque de votre camarade tout à l'heure, il y a beaucoup de calculs, c'est vrai, mais aussi c'est un exercice d'application. D'accord? Ça ne veut pas dire que le jour de l'examen, vous allez trouver les mêmes expressions, les mêmes valeurs, mais vous devez être capable d'appliquer les mêmes méthodes. Ça, c'est très important. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à cet exercice? Non? D'accord. Donc, Professeur, oui? pour l'autre, la majoration d'erreur tout à l'heure, la Oui? valeur d'epsilon, moi maintenant je n'arrive pas à bien comprendre. Maintenant il existe l'epsilon, on sait que la valeur de la fonction moins la valeur de la polynôme. Donc maintenant c'est égal à l'autre là. F' dans la Oui. DKM.
D'accord, Voilà, d'accord. epsilon. Epsilon, c'est... Oui, alors, regardez. Pour l'erreur, nous avons démontré donc cette expression. Nous l'avons démontré, d'accord? Nous avons démontré que lorsque on se donne une fonction f, des points xi jusqu'à xn, d'accord? Et le polynôme d'interpolation Pn de x. Nous avons démontré, et ça c'est le théorème, il est dans le cours, donc avec les calculs, c'est une démonstration constructive. Je ne vais pas refaire la démonstration tout de suite, mais vous pouvez revenir sur la démonstration. La démonstration, nous avons fait quoi? Nous avons ajouté un point. Nous avons ajouté ici un point que nous avons x, nous avons fixé une valeur x, et nous avons utilisé les deux polynômes d'interpolation, Pn de x, juste pour ces points-là, de x0 à xn, et Pn plus 1 de x, qui est l'interpolation de ces points de 0 à n, et j'ajoute xn plus 1, qui est x. D'accord? C'est une construction technique. Mais nous avons fait quoi? Quelle est l'idée? L'idée, c'est le théorème de Rolle généralisé. Le théorème de Rolle généralisé, le théorème de Rolle, il vous dit, si vous avez une fonction qui est continue, d'accord, f, g, continue, sur un intervalle AB, si vous avez g de A qui est égal à g de B, il existe C appartient à B tel que g de C, g' de C égale à 0. Ça, c'est Rolle que vous avez étudié en première année, on l'analyse 1, je pense. Et c'est l'interprétation géométrique, il est simple. J'ai une fonction qui est continue, ne l'oublions pas. J'étais ici à A. La fonction, elle est ou bien croissante ou bien décroissante, mais elle doit revenir sur B, G de B ici, d'accord? Parce que G de A est égal à G de B. Ou bien elle va monter, ou bien elle va descendre. C'est une croissante ou décroissante, mais elle doit se retrouver ici. Donc, comme c'est une fonction qui est continue, elle n'a pas d'autre choix que, ça c'est l'explication géométrique, de faire par exemple comme ça. Il ne peut pas faire un angle, parce qu'ici, en ce point, la fonction, il n'est pas, donc la fonction elle est continue dérivable. Ici, la fonction, bon, continue dérivable, oui, parce qu'on utilise ici G'. D'accord? La fonction ici n'est pas dérivable lorsqu'il fait un point, un angle ici. Donc ici, lorsque la courbe prend cette forme, bah, certainement ici, nous aurons une tangente horizontale, donc la dérivée c'est 0. Ça, c'est le théorème de Rolle classique que vous connaissez. Maintenant, nous avons fait quoi? Nous avons appliqué le théorème de Rolle nous l'avons appliqué n plus une fois. D'accord? Avec donc la fonction f. Et à chaque fois, j'ajoute une dérivée. Pour la première fois, j'aurai f', d'accord? Pour la deuxième, j'aurai f' encore prime, c'est f seconde. Et chaque fois, j'arrive à trouver a et b tel que g de a égale à g de b. C'est une construction technique qui, à la fin, il me donne, il existe comme ici, c, tout ce que je sais, c'est c, elle appartient à b. Je ne peux pas déterminer sa valeur. Donc, ici, après, donc, ici, il existe, voilà, xi, qui appartient à l'intervalle. Est-ce que je connais sa valeur? Non, je ne connais pas sa valeur, mais je sais qu'il existe. Tel que f de x moins pn de x est égal à le produit de x moins xi, le produit de i allant de 0 jusqu'à n des x moins xi, fois la dérivée d'ordre n plus 1 xi sur n plus 1 factoriel. Là, c'est une égalité. C'est-à-dire que l'erreur, on arrive à démontrer l'erreur mathématiquement avec exactitude. Mais comme xi ici ne pose un problème, parce qu'on ne connaît pas sa valeur, donc je ne peux pas évaluer l'erreur, nous passons à la majoration. Ici, j'ai une dérivée d'un élément qui appartient à un intervalle, donc je peux majorer par quoi? Je peux majorer par le sup. X appartient à l'intervalle travail, la dérivée d'ordre n plus 1,
de x cette fois. Valeur absolue, évidemment. Je passe aux valeurs absolues ici, d'accord, parce que l'erreur, elle est en valeur absolue. Et la formule devient ce que j'ai appliqué plusieurs fois aujourd'hui même, 1 sur n plus 1 factoriel. Le produit, ce produit, c'est ce que j'ai mis x moins x0 jusqu'au x moins xn en valeur absolue, et le sup de la dérivée d'ordre n plus 1. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais n égale à 4. J'ai dit c'est 1 sur 5 factoriel, sup de la dérivée d'ordre 5, parce que n égale à 4. Donc, le xi, il intervient lorsque j'ai l'égalité, mais je ne peux pas calculer parce que tout ce que je sais, c'est qu'il existe, mais je ne connais pas sa valeur et je ne peux pas le calculer. Et le sup, il est utilisé pour la majoration. Voilà la différence. Bien. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, alors, parfois, ben, on doit aussi vérifier s'il y a des questions écrites. Voilà, j'ai quelques valeurs ici, c'est bon pour Yasmine qui nous donne les valeurs qu'elle a trouvées. C'est très intéressant que je constate qu'il y a des étudiants qui ont essayé de faire ces calculs, même un peu longs, et ils ont insisté jusqu'à trouver l'expression. C'est très important d'insister, de faire le calcul, de ne pas de dire il y a un peu plus de calculs, les calculs sont un peu longs, donc je vais pas, cette question ne tombera pas le jour de l'examen, donc je ne vais pas faire ces calculs. Hein? Même si les calculs sont un peu longs et importants, bah, il faut essayer de les faire. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Bien. Alors, bah, sinon, je vais passer à l'exercice suivant. Exercice 2. Donc ici, nous avons un lien entre le premier chapitre et le deuxième. C'est-à-dire, on va dire ici, pour calculer le zéro d'une fonction f de x, bah, c'est le premier chapitre là. Inversible sur un intervalle, ça veut dire que f moins 1 existe. On peut utiliser l'interpolation. C'est une autre méthode en fait qu'on ajoute. Hein. Parmi toutes les méthodes que nous avons vues, il y a ici une autre méthode qui utilise l'interpolation. Bon, cette méthode, on vous la présente tout de suite. Elle est simple, il n'y a aucun problème. Donc, après avoir évalué f sur une discrétisation xi de AB, on interpole l'ensemble de yi f de xi, xi. Et on obtient un polynôme p de y tel que f de x égale à 0 est équivalent à x égale à p de 0. Voilà la méthode. Comment on doit comprendre cette méthode? Nous avons ici une fonction. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est inversible. On veut résoudre inversible, c'est-à-dire f-1 existe. La fonction réciproque دالة العكسية. Vous savez, f, x, y, f-1, l'image de y, c'est x. Donc, ici, ce que cette méthode nous propose de faire, donc, de considérer l'intervalle AB sur AB, de discrétiser l'intervalle en xi. Donc, on aura x0, x1, x2, ainsi de suite. Et puis, de calculer yi, qui est les yi, qui sont les images par f des xi. D'accord. Ça, c'est le premier tableau. Ça, c'est f. Alors, je vais venir ici et je veux construire le tableau analogue, mais par rapport à f-1. Je vais dire quoi? Regardez ici. L'image de x, c'est y. L'image par f-1 de y, c'est f. Y ici, c'est y0. Donc, l'image de y0, c'est x0. La fonction réciproque دالة العكسية.
L'image de y1, c'est x1. Et ainsi de suite. Moi, ici, je cherche quoi? Je cherche x tel que f de x égale à 0. Donc, en fait, x bar, la solution. En fait, ici, si je veux utiliser la fonction réciproque, ben x bar, c'est quoi? C'est f moins 1, f moins 1 de 0. Oui, c'est f moins 1 de 0. D'accord? L'image de x bar, c'est 0. Donc, x bar, c'est l'image par la fonction réciproque f moins 1 de 0. Mais ici, je ne connais pas l'expression de f moins 1, cette expression. Vous savez, vous l'avez déjà vu, même si on arrive à démontrer que f moins 1 existe, par exemple, la fonction est une bijection sur un intervalle, donc la f moins 1 existe, mais parfois il est difficile de déterminer l'expression. Donc, c'est là où on veut utiliser l'interpolation. Comment on veut utiliser l'interpolation? Ben, on veut trouver un polynôme, Pn, ici. Sur la base de ces points, on va trouver un polynôme Pn de y ou de x que vous souhaitez, qui constitue une approximation de f, interpolation de f. Et comme ça, pour calculer x bar, je vais dire que x bar, c'est f moins 1 de 0, c'est approximativement égal Pn de 0. Avec le Pn, c'est le polynôme d'interpolation à partir de ce tableau. Comment j'ai obtenu ce tableau? Ben, j'ai construit le tableau par rapport à f et j'ai inversé l'ordre. C'est-à-dire les antécédents deviennent des images et les images deviennent des antécédents. C'est tout. Donc voilà la méthode. J'ai une fonction f. Je vais utiliser l'interpolation pour déterminer une valeur rapprochée de la racine f de x égale à 0, f de x bar égale à 0. Donc, d'abord, j'utilise l'intervalle AB avec la méthode de discrétisation habituelle. Je constitue un tableau de valeurs xi, f de xi. J'inverse le tableau et je construis le polynôme d'interpolation. Et puis, la valeur rapprochée de x bar, c'est Pn de 0. Voilà la méthode. Maintenant, pour mettre en application cette méthode, on demande utiliser cette méthode pour évaluer l'unique racine R de la fonction exponentielle x moins 2 dans l'intervalle 0,1 avec 3 points d'interpolation. Donc, comme j'ai dit, la méthode elle est maintenant claire. Nous avons la fonction, nous avons l'intervalle, d'accord? La fonction f de x égale à exponentielle x moins 2, d'accord? Nous avons l'intervalle, c'est 0,1. On sait qu'il y a une racine unique sur 0,1. Ça, on le donne. On peut vérifier par nous-mêmes, mais ici, l'expression, elle est donnée. Cette propriété, elle est donnée. Donc, et on cherche à utiliser 3 points d'interpolation. Donc, 3 points d'interpolation, c'est-à-dire n égale à combien? J'attends une réponse. N égale à 2. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bien, merci. Donc, ici, n égale à 2, je dois déterminer les xi. Donc, j'ai h égale 1 moins 0 sur 2, égale à 1 demi. Donc, x0, c'est toujours 0. x1, c'est 0 plus h qui est égal à 1 demi. Et x2 égale 0 plus 2h qui est égal à 1. C'est les 3 points d'interpolation. Donc, je vais faire quoi? Je vais d'abord constituer mon tableau xi, yi, et je vais l'inverser par la suite. Voilà la méthode, comment il est décrit. Bah, ce tableau, c'est 0, 1, c'est 0, 1 demi et 1. Donc, exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 1 demi. Et là, c'est exponentielle 1, c'est E. Je vais inverser ce tableau ici. Donc, j'aurai 1
j'aurai exponentielle 1/2 et j'aurai E. Et j'aurai 0, 1. Monsieur, Oui, Professeur, oui, monsieur, oui. c'est expo x moins 2. moins 2, oui. Pardon? C'est exponentielle x moins 2. Oui, bah bien sûr, j'étais en train de dire 0 ici, ce n'est pas possible parce que sinon, nous avons déjà la solution. Oui, c'est 1 moins 2, c'est exponentielle 1/2 moins 2 et c'est E moins 2. Donc ici, c'est moins 1. Les autres, je vais laisser telles qu'elles sont. Oui, vous avez raison. Donc moins 1, exponentielle moins 2 et E moins 2. Ici, c'est... non. Bien. Donc, je vais refaire ce tableau, le deuxième. Donc, je vais ici mettre moins 1, exponentielle 1/2 moins 2 et E moins 2. Et les valeurs sont 0, 0, 1/2 1 demi, 1. et 1. Là, c'est un tableau. Je peux utiliser les différences divisées parce que je veux polynôme d'interpolation. Donc, je vais calculer cette différence divisée ici. C'est 1/2 moins 0 sur exponentielle, c'est là la difficulté, sur exponentielle 1/2 moins 2 plus 1. Je vais calculer la différence divisée ici et je vais calculer la différence divisée ici. Et j'aurai mon polynôme d'interpolation. Donc, j'aurai quel polynôme d'interpolation? P2 de x, d'accord? Donc, voilà. Et puis, P2 de x égale une expression donnée. Et après, je vais faire quoi? X bar est égal à f moins 1 de 0. Et comme P2, c'est le polynôme d'interpolation de f moins 1, approximativement égal à P2 de 0. Et comme j'ai l'expression ici, ben je vais obtenir cette valeur. Les calculs ici ne sont pas faciles du moment que j'ai exponentielle. Donc, il y a deux manières de faire. Soit je vais essayer de faire les calculs avec les valeurs exactes et ça va être un peu long, soit je vais prendre des valeurs approchées. Ça aussi, il s'agit d'une méthode. Bien sûr, c'est-à-dire je vais remplacer exponentielle 1/2 par sa valeur en utilisant une calculatrice. E moins 2, je vais calculer cette valeur avec une calculatrice. Et comme ça, j'aurai que des valeurs donc, décimales et je vais compléter le tableau sans difficulté aucune. Donc, bien sûr, ce n'est pas un choix que je vais faire comme ça, mais s'il s'agit toujours d'un examen, bien sûr, vous saurez être guidé, c'est-à-dire on va vous donner, utiliser les valeurs approchées telles ou telles. Ça me donne l'occasion de répondre à une question qui m'a été donc posée plusieurs fois, d'accord? Comment nous allons traiter les valeurs décimales sur calculatrice? Est-ce qu'on doit tout donner? Est-ce que je vais prendre juste une valeur ou deux après la virgule? Est-ce que? Vous devez d'abord savoir manipuler les valeurs approchées et les valeurs décimales généralement. Vous avez, voilà, par exemple, voilà. Vous avez donc fait une opération et vous obtenez cette valeur décimale sur votre calculatrice. Il y a combien de manières de donner une valeur rapprochée avec un certain nombre de chiffres après la virgule? Il y a généralement 4. D'accord? 4 manières. La plus simple, c'est la méthode dite par troncature. Ça veut dire quoi troncature? On vous dit 3 chiffres après la virgule, troncature. Vous faites aucune analyse. 1, 2, 3, vous coupez ici, vous tronquez. C'est une troncature. Ça, c'est la première méthode. D'accord? J'ai besoin de 3 chiffres après la virgule, d'une troncature de 3 chiffres, ou bien parfois on dit au millième près. Au millième près, c'est-à-dire 3 chiffres. Au centième près, 2 chiffres après la virgule. D'accord? Voilà. Ou bien dixième près, c'est-à-dire un chiffre, donc une seule valeur après la virgule. Voilà. C'est une troncature, c'est-à-dire je ne regarde pas ce qu'il y a après. Je coupe comme ça. C'est la plus simple, mais c'est la moins utilisée. La deuxième,
c'est une valeur approchée, une valeur réduite, si vous voulez, par défaut ou par excès. Ça, il y a un petit ajustement à faire ici. Par excès, par défaut, ça peut ressembler à une troncature. C'est-à-dire, je prends le chiffre qui est juste par défaut, 3 chiffres après la virgule, je coupe. Donc, c'est une troncature. Mais par excès, non. Par excès, je prends toujours la valeur supérieure, c'est-à-dire 1,235, 3 chiffres après la virgule par excès, بإفراط, ceux qui ont étudié en arabe, بتفريط, c'est-à-dire je laisse donc une petite quantité, hein, une petite perte. Donc, et بإفراط, non, c'est-à-dire j'augmente un petit peu, كنزيد شي حاجة. Donc, بإفراط ici, par excès, ça va être 1,236. 3 chiffres après la virgule. Et je ne me pose pas la question, est-ce qu'après il y a 7 ou il y a 2 ou il y a 3? Non, ça c'est. Donc c'est, regardez, il y a troncature, je coupe. Par défaut, je peux dire c'est aussi troncature. Par excès, je complète je passe au niveau supérieur dans la dernière valeur. J'ai 3 chiffres après la virgule, je considère le dernier chiffre et là c'est 5, je passe directement à 6. Ce qu'on utilise souvent, c'est les valeurs arrondies. D'accord? Arrondies. Et là, c'est là où il faut faire attention. Une valeur arrondie, je vais donner 2 exemples maintenant. 2, 3, 5, 7, 6 comme ici, et 1,2, 3, 5, 4, 6 comme ici. La valeur arrondie ici, à 3 chiffres après la virgule toujours, c'est 1,236. La valeur arrondie ici, 3 chiffres après la virgule, c'est 1,235. Vous pouvez me dire, mais pourquoi? Parce que je veux dire, on regarde ici le 4e chiffre. S'il est supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire que je m'approche de 6 et je vais compléter vers 6. S'il est inférieur strictement à 5, ça veut dire que je suis plutôt loin et donc je vais garder 5. Donc, c'est ce qu'on appelle une valeur arrondie. 3 chiffres après la virgule, arrondie. Ou une valeur arrondie à 4 chiffres après la virgule. Je regarde toujours là, le chiffre qui vient juste après. Je veux 3, je regarde le 4e. Je veux 2, je regarde le 3e. S'il est supérieur ou égal à 5, je complète. S'il est inférieur strictement à 5, je supprime, je fais une troncature pure et simple. Et c'est ce qu'on utilise souvent. Donc, j'ai partagé un mini-cours, une petite présentation avec des exemples sur la page Facebook du cours, suite aux questions de vos camarades. Il faut bien comprendre. Bon, je vous ai dit que généralement, nous utilisons cette démarche de valeur arrondie, mais il faut connaître aussi les autres. Bien. Alors, par rapport au calcul lié à cet exercice, la méthode, elle est maintenant claire, c'est ce que nous avons dit. La fonction, ici, on revérifie qu'il admet une racine unique. Il est inversible. Pourquoi? Parce que c'est une bijection, une fonction qui est continue et croissante. C'est une bijection de l'intervalle 0,1 vers moins 1 exponentielle e moins 2. Je discrétise 0, 1 demi et 1. Les images, comme nous les avons calculées, c'est moins 1 exponentielle 1 demi moins 2 et exponentielle e moins 2. J'inverse le tableau, c'est moins 1 en relation avec 0, exponentielle 1 demi moins 2 avec 1 demi et exponentielle moins 2 avec 1. Et bien sûr ici, je vais interpoler en considérant que les points d'interpolation sont moins 1, exponentielle 1 demi moins 2 et exponentielle et e moins 2. Ce sont les nouveaux points d'interpolation. C'est un petit peu l'idée derrière cette méthode. C'est que les images deviennent des points d'interpolation. Donc ici, je peux ici utiliser les différences divisées, la méthode de Newton. Vous avez ici les calculs exacts et approchés, d'accord? Donc, nous pouvons faire les deux. Et parce que les calculs exacts ne sont pas donc évidents. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on peut ici utiliser des calculs, des valeurs approchées pour chaque
différence divisée, c'est-à-dire ici, voilà, je peux même calculer une valeur approchée. J'ai la valeur approchée ici, je calcule une valeur approchée ici et j'utilise les deux pour retrouver cette valeur. Là, j'ai préféré faire les calculs exacts, mais pour ceux qui vont peut-être faire ces calculs, mais ici, ça va être plus simple de calculer la valeur approchée ici et d'utiliser les deux valeurs approchées pour calculer donc cette différence divisée. Et je formule le polynôme d'interpolation. J'ai n0 multiplié par 0, donc c'est 0. J'ai n1 multiplié par donc cette valeur-là qui est dd1. Et j'ai n2 qui est donc multiplié par cette valeur-là qui est dd2. Donc voilà l'expression. Moi, ça a été jusqu'à obtenir l'expression exacte de x bar, donc de P2 plutôt, voilà. Et f de x bar égale à 0, c'est équivalent à x bar est égal à f moins 1 de 0, c'est ce que nous avons dit, et c'est approximativement égal à P2 de 0. Je remplace et on trouve une valeur approchée, donc de x bar qui est 0,708. Voilà, donc c'est une nouvelle méthode. Bien sûr, ici, c'est une méthode qui est d'autant plus, va être difficile, relativement difficile, surtout les calculs, avec des fonctions qui ne donnent pas des valeurs numériques. Ah, si j'ai une fonction qui va me donner des valeurs numériques, il n'y aurait pas de problème. Le tableau, je vais inverser le tableau et je vais faire les calculs tranquillement. Mais s'il s'agit de exponentielles, de cosinus, de sinus, des fonctions comme ça, donc les expressions vont être relativement lourdes. D'accord? Voilà. Mais c'est une méthode qui est démontrée, nous l'avons pratiquement démontré mathématiquement et que nous pouvons utiliser. La deuxième question de cet exercice, c'est c'est comparer ensuite le résultat obtenu avec l'approximation de 0 de f obtenue par la méthode de Newton en 3 itérations à partir de x0 égale à 0. Donc voilà le lien avec le premier chapitre. Donc ici, la méthode de Newton, nous n'allons pas trop attarder ici. Donc, les conditions de convergence, c'est très important. La fonction est de classe C1. La dérivée étant exponentielle, elle est positive. La dérivée seconde aussi exponentielle, elle est positive. Et voilà. Par contre, f de x0 égale à f de x0 est égal à moins 1. Donc, avec x0, on aura f de x0 qui est égal à moins 2, qui est de signe contraire à f seconde. Donc, c'est ce que nous avons vu dans l'autre chapitre. Si la condition n'est pas vérifiée, je peux essayer x1. Si elle n'est pas vérifiée pour x0, je peux essayer x1. Là, nous calculons x1. C'est une fonction simple, il n'y a pas de problème. Et nous obtenons 1. Donc, f de x1, c'est exponentielle moins 2, moins 2 qui est positive. Donc, il est de même signe que f seconde. Rappelez-vous de cette remarque, elle est très importante. Les conditions, nous avons déjà discuté de ça la dernière fois ou l'avant-dernière fois. J'ai toutes les questions, les conditions plutôt, c'est-à-dire la fonction f est de classe C2. Là, je parle de la méthode de Newton pour résoudre f de x égale à 0. J'ai la fonction est de classe C2, f' de x strictement supérieur à 0, ou bien différent de 0, de signe constant, f seconde de x pareil, mais on me donne une valeur f de x0, je trouve que f de x0 fois f seconde de x, elle est négative. C'est la dernière condition, il n'est pas vérifié. Avant de dire je ne peux pas conclure que la méthode converge ou diverge, nous avons toujours une petite astuce à utiliser, c'est-à-dire je calcule quand même x1 avec la méthode de Newton. Voilà. Et puis je regarde f de x1 fois f seconde de x. C'est-à-dire, c'est comme si je vous dis, si x0 ne marche pas, ne vérifiez pas la condition de convergence, je vais calculer quand même x1 et en espérant que x1 va vérifier les conditions.
Ici, oui, on trouve que c'est positif. Donc, la dernière condition, il est bien vérifié. Donc, la méthode de Newton, et ça c'est très important, devient xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn, mais avec x1 égale au même x0, parce que même avec x0, j'ai x1 qui est vérifié, donc x1, je vais laisser x1. Même si x0 ne vérifie pas les conditions, x1 vérifie les conditions, et donc je peux appliquer la méthode de Newton en ayant la certitude qu'il va converger. Donc c'est le cas ici. Nous n'avons pas la convergence pour 0, mais nous avons obtenu la convergence pour x égale à 1, et puis on calcule x2, x3 avec les calculs habituels. Et pour x3 ici, on trouve 0,694. Bien sûr, à comparer avec 0,6708, bah, il y a quand même une différence de 0,1. C'est-à-dire que c'est une méthode, hein, on trouve ici 708 et là 700, pour juste x2, c'est 736. C'est-à-dire qu'on peut déduire, comme la majorité des méthodes, que c'est toujours la méthode de Newton qui converge le mieux, qui nous donne le résultat rapidement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Ben, si vous n'avez pas de questions par rapport à cet exercice, nous allons attaquer le suivant. Bien. Le suivant, il est un petit peu de même nature, d'accord? C'est un exercice un petit peu de même nature, c'est-à-dire on essaye un petit peu de, il n'y a pas que les calculs, hein, je vous ai dit, c'est un chapitre, c'est un cours carrément qui est partagé entre deux éléments, des démonstrations, des propriétés mathématiques avec la rigueur et la logique mathématique évidemment, et des calculs. Donc on ne pouvons pas nous contenter d'une partie ou de l'autre, hein, c'est les deux. C'est vraiment les deux qu'il faut maîtriser, c'est les deux qu'il faut donc comprendre et appliquer. Bon, exercice 3 nous donne aussi, nous parle d'une méthode. Regardez, ça c'est une particularité, bon, plus ou moins de l'analyse numérique, c'est-à-dire nous avons vu des multitudes de méthodes pour chaque chapitre. Nous avons vu quelques exemples, mais on sait qu'il y a d'autres méthodes. Donc ici, dans un exercice, nous pouvons définir une petite méthode, comme ce que nous avons fait maintenant dans l'exercice 2, ce qu'on va faire dans l'exercice 3, une petite méthode, et l'appliquer, l'utiliser immédiatement après. Hein, parce que les méthodes, parfois, elles ne sont pas compliquées, elles sont simples. Donc ici, la division euclidienne, la division euclidienne des polynômes, ce que vous avez étudié en algèbre, en S1 ou S2. D'accord? La division euclidienne d'un polynôme V par un polynôme W, qui est non nul, consiste à écrire d'une manière unique V sous forme de Q long fois W plus R, où Q long et R sont deux polynômes. Hein, deux polynômes. Le premier est vérifié, ou que la condition, c'est que le degré de R, polynôme reste, est inférieur au degré de W qui est le quotient, le kharij. Vous savez, la division euclidienne des polynômes, c'est comme la division euclidienne des nombres. Nous avons le quotient, le kharij, et nous avons le reste, le baqi. Donc, pour les nombres, on dit que le reste doit être inférieur au diviseur, au nombre donc par lequel on divise. Pour les polynômes, on dit que le degré du reste, polynôme reste, doit être inférieur au degré de polynôme par lequel on divise. D'accord? Donc, Q ici est le quotient de la division euclidienne, le kharij. D'accord? Donc, voilà. Le degré de R, bah, c'est comme si vous avez l'habitude d'écrire, voilà, le polynôme V divisé par le polynôme de W, il va vous donner un polynôme Q long de X et un polynôme R de X comme reste. Quelles sont les relations que nous avons ici?
comme pour la division classique, j'ai V de x qui est égal à Q ln de x fois W de x plus R de x. Ça, c'est l'expression de la division. Mais j'ai une condition. Quelle est cette condition? Le degré de R est inférieur strictement au degré de W. Bon, j'ai dit tout à l'heure W et le quotient. Non, le quotient, c'est Q ln. Kharij, c'est Q ln, c'est pas W. D'accord? Là, c'est W, c'est le polynôme diviseur. Bien. Donc, ici, c'est la division euclidienne, c'est la définition. Vous connaissez donc cette définition, vous l'avez utilisée en S1 d'algèbre. Maintenant, on veut appliquer cette division euclidienne pour obtenir et déterminer le polynôme d'interpolation. Alors, dans des cas particuliers, évidemment, on ne peut pas utiliser cette méthode dans n'importe quelle situation, mais dans des cas particuliers, dans une situation bien particulière, nous avons donc cette méthode. Bien. Alors, W de x égale à x moins a, 0, x moins a1 jusqu'à x moins ad. C'est-à-dire, j'ai des points d'interpolation qui sont de A0 à AD, je peux noter x aussi, de x0 à xd. D'accord? Ce polynôme oméga, si je considère ce polynôme oméga comme étant ce produit de facteurs x moins ai, donc avec les ai sont les points d'interpolation, alors on nous demande de montrer. Alors R est le polynôme d'interpolation de V au point A0, A1 jusqu'à AD. Bien. Donc, je rappelle ce que nous avons. Voilà les deux propriétés que nous avons, pas plus. Nous avons V de x égale à Q ln de x, W de x plus R de x, et nous avons degré de R strictement inférieur à degré de W. Et là, nous avons W qui prend une forme particulière, égale x moins A0 jusqu'au x moins AD. D est un entier naturel. C'est juste pour ne pas utiliser n, donc ici. Bien. Donc, on dit que dans ce cas, alors, R est le polynôme d'interpolation d de x, c'est-à-dire sur la base des points A0 jusqu'à AD. Comment ce polynôme-là, il vérifie quoi? Polynôme d'interpolation de x, il vérifie P de xi égale quoi? Égale V de xi. Ici, V joue le rôle de f et P, c'est le polynôme d'interpolation. La définition de polynôme d'interpolation, Pn de xi égale à f de xi. Donc, c'est exactement ça. Mais V de xi, c'est quoi avec cette formule? C'est Q ln de xi, oméga de xi, plus R de xi. Donc, ici, j'ai une remarque à faire par rapport à cette valeur-là. Oméga de xi, il est égal à combien? D'après vous? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oméga de x, c'est ce produit-là. Et i est varié de 0 à d. Donc, oméga de xi est égal à combien? Égal à 0. Est égal à 0. Rappelez-vous ce que nous avons fait par rapport au polynôme caractéristique de Lagrange pour introduire le symbole de Kronecker. Et si j'ai x moins 0, x moins a0 jusqu'à x moins ad, au passage ici, quelle que soit la valeur de i, je vais passer par x moins ai. Et lorsque je vais calculer w de xi, ou bien bon, voilà un petit, voilà, ai, comme ça, on reste sur l'énoncé du coup, voilà, comme ça peut-être vous allez mieux comprendre, oui. Il fallait dès le début mettre AI et non pas XI. Donc ici,
Lorsque x va prendre la valeur AI, j'aurai AI moins AI égale à 0, et donc ce terme-là est nul. Bien sûr, multiplié par là. J'aurai finalement PD de AI est égal RAI pour I est égal à de 0 à D. Ça veut dire quoi cette écriture? Cette écriture. J'ai un polynôme ici qui coïncide avec, j'ai un polynôme ici, R, AI, qui coïncide avec la fonction V dans tous les points AI. Donc ça veut dire que RAI, c'est exactement polynôme d'interpolation sur la base. Donc R est le polynôme d'interpolation de V par rapport à quoi? Au point A0 jusqu'à D. D'accord? Donc c'est une méthode pour déterminer le polynôme d'interpolation qui peut me décrire la méthode maintenant. J'ai un polynôme V de x, j'ai des points A0 jusqu'à D, et je veux déterminer le polynôme d'interpolation de V par rapport à ces points. La méthode, c'est que je vais considérer PD de x, je vais le diviser par quoi? Par W. C'était quoi W? X moins A0 jusqu'au X moins AD. Hein? Je prends le produit, c'est la fonction P que nous avons utilisée tout à l'heure. D'accord? J'effectue cette division euclidienne et je regarde le reste ici comme polynôme d'interpolation. C'est la nouvelle méthode. Est-ce que cette méthode, je peux l'utiliser pour n'importe quelle fonction f? Non, je ne peux pas l'utiliser pour n'importe quelle fonction f. Pourquoi? Parce que ici, c'est v, parce que ici, je ne peux pas diviser une fonction f par un polynôme. La division euclidienne, il est réservé au polynôme. Mais c'est une méthode particulière par rapport au polynôme. Donc, si on veut appliquer sur le dernier exemple, utiliser une division euclidienne pour calculer le polynôme d'interpolation de polynôme x5 moins 3, x4 plus x moins 3 par rapport au point moins 1, 0, 1 et 2. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais considérer ce polynôme, la méthode, elle est là, je vais considérer le polynôme qui est x5 moins 3, x4, x5 moins 3, x4, plus x moins 3. Et je vais le diviser, division euclidienne évidemment, par le produit de x moins xi. Les xi ici, c'est moins 1, 0, 1 et 2. Donc, je vais considérer le produit, c'est x moins 1, x moins 0, x moins 1 et x moins 2. Bien sûr, w ici de x, il faut ajuster cette écriture. C'est x au carré moins 1, x moins 2. Donc, c'est x au carré moins x, multiplié, bien sûr, là, devait donc développer, factoriser, développer, réduire. Tout ça, c'est un calcul basique. x3 moins 2x carré moins x carré plus 2x. Si mes calculs sont bons. Donc, x3 moins, alors, moins x carré là aussi, x fois x, donc moins 3x carré et plus 2x. Bon, nous allons pouvoir vérifier quand même ce résultat. Nous n'avons pas trop le temps pour détailler les calculs. Alors, nous avons, voilà, alors, j'ai oublié quelque chose, oui. Ici, c'est x au cube, voilà. Bon.
Donc, V de x, ou W plutôt de x égale ce x-là multiplié par x carré moins 1. C'est x au cube moins x multiplié par x moins 2. Donc, c'est x puissance 4 moins 2x à la puissance 3 moins x au carré et plus 2x. Voilà. Et puis, je vais faire quoi? Bah, je vais effectuer la division euclidienne. Voilà, j'ai ce polynôme-là. Je vais effectuer la division euclidienne par x4 moins 2x3 moins x carré plus 2x. La division euclidienne habituelle que vous avez l'habitude d'effectuer. Et vous allez donc obtenir ce résultat-là. V de x égale à x moins 1, c'est la division euclidienne, par w, x moins 1 w, et le polynôme reste, r, c'est moins x au cube, moins 3x au carré, plus 3x moins 3. Évidemment, c'est le polynôme d'interpolation. Nous pouvons vérifier en calculant Vx et P3 de x pour les 3 points, ou les 3 ou les 4 points, en fait, les 4 points d'interpolation, et nous avons cette méthode. Donc, c'est une méthode d'interpolation qui nous permet de déterminer l'interpolation d'un polynôme. Est-ce que ça a un sens maintenant? Ça veut dire quoi? J'ai un polynôme et je cherche un polynôme d'interpolation pour ce polynôme. Est-ce que c'est compréhensible pour vous? Est-ce que cette situation n'est pas confuse pour vous? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, monsieur, c'est confus. Pardon? Oui, monsieur, genre à la base, on cherche des polynômes d'interpolation pour des fonctions difficiles, mais c'est un polynôme pas difficile. Très bien. La remarque de votre camarade, elle est très importante. Bah, pourquoi nous allons chercher un polynôme d'interpolation? Bah, d'habitude, nous avons dit pour des fonctions qui sont un peu difficiles ou dont les calculs sont un petit peu avancés, qui demandent beaucoup d'outils mathématiques et tout. Pourquoi nous allons donc ici déterminer un polynôme d'interpolation d'un autre polynôme? Bon, la première des choses, c'est les questions de degré. Donc là, il faut faire très attention qu'un polynôme d'interpolation n'est pas forcément de même degré que le polynôme initial. C'est une petite démonstration, mais c'est une démonstration tout de même. Voilà, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure ensemble. Voilà, donc j'ai pour les points AI, I de 0 à D, j'ai créé la division euclidienne, je remplace, je vais remarquer que oméga AI c'est 0 pour n'importe quelle valeur I. Pourquoi? Parce que j'aurai AI moins AI. Donc le reste, c'est le polynôme d'interpolation qui va être RAI. J'ai ici deux polynômes qui sont qui ont la même valeur pour D plus une valeur, d'accord? Alors qu'ils sont de degré D. C'est quelque chose que c'est une méthode que nous avons utilisée pour démontrer l'unicité de polynômes d'interpolation. Lorsque j'ai deux polynômes d'interpolation, en fait, ils sont confondus. Quelle est la méthode? Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le nombre de racines. Ici, P de D est un polynôme de degré D. R est un polynôme de degré inférieur ou égal à D, donc les deux sont, la différence est un polynôme de degré D, mais il a combien de racines ici? Il a D plus une racine, de 0 à D. Donc un polynôme qui a plus de racines que son degré, c'est un polynôme qui est nul. Et donc, PD de AI est égal à RAI. Nous l'avons utilisé, cette technique, dans le cours, pour démontrer que le polynôme d'interpolation est unique. Et l'application, évidemment, nous avons le polynôme W et nous avons les 4 points. Donc, je vais déterminer mon W qui est x moins 1, x moins 0, x moins 1, x moins 2. Je développe comme tout à l'heure, je retrouve ce polynôme-là. Ensuite, j'effectue la division euclidienne avec les méthodes que vous connaissez. J'aurai x moins 1 fois oméga ou bien W avec le reste. Et ce reste, c'est exactement polynôme d'interpolation. Donc ici, pour
continuer donc ce que nous étions en train de dire sur cette manière de définir un polynôme d'interpolation d'un autre polynôme et non pas d'une fonction quelconque. Ça peut paraître un petit peu habituel, mais on dit une explication possible, c'est que je veux réduire le degré, par exemple. Donc, l'exercice 4, il discute de cette situation-là. L'exercice 4 va nous permettre de discuter de cette situation. Je considère la fonction f qui est un polynôme, 2 moins 3x carré. Calculer P0 qui interpole f au point d'abscisse x0 égale à 0. Ce que je peux dire de P0, « 2 moins 3x au carré », ça c'est f, 2 moins 3x carré, et le polynôme P0 sur la base d'un seul point x0. Ce que je peux dire ici, P0, c'est un réel, monsieur. C'est une constante. c'est une constante, oui. Un polynôme de degré 0 est une constante. Et cette constante est égale à combien? Égale à 2. Est égale à 2, oui. Nous pouvons expliquer cela. Alors, nous avons P0 de xi égale à f de xi. D'accord? C'est la définition de l'interpolation. Comme j'ai seulement un seul point, qui est x0, P0 de x0 est égal à f de x0. Et x0 est égal à 0. Donc, P0 de 0 est égal à f de 0 est égal à 2, comme ça a été dit par votre camarade. Mais P0 de x est un polynôme de degré 0. Donc, une constante. D'accord? Ça veut dire qu'il va prendre constamment cette valeur 2. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, P0, P1 de x, en utilisant deux points, x0 égale à 0 et x1 égale à 1. Ce que je peux dire de ce polynôme P1 de x, C'est un polynôme de degré 1. c'est un polynôme de degré 1. Donc, je vais l'écrire comme étant P1 de x est égal à ax plus b. Je peux utiliser la méthode directe ici. Je P0 remplace, de x plus 1. voilà, je remplace par 0, j'aurai b égale f de 0 qui est 2. Je remplace par 1, j'aurai a plus b qui est égal à f de 1 qui est moins 1. D'accord? Donc ici, ça va me donner, je pense, a égale à moins 3 et b égale à 2. Est-ce que vous confirmez ces valeurs? Oui, monsieur. Voilà, P1 de x est égal à moins 3x plus 2. Je peux aussi utiliser la méthode de Newton et la compléter à chaque fois. Regardez, parce que j'ai les points 0, 0, 1, puis 0, 1, 2, puis 0, 1, 2, 3. D'accord? Donc, je peux utiliser la méthode de Newton, le tableau de différence divisée, et ajouter à chaque fois une valeur. Alors, calculer P2. La même méthode, je ne vais pas détailler les calculs ici. La même méthode. Voilà. Donc, P0, nous avons trouvé que c'est 2. Voilà ce que je vous ai dit. La méthode, on peut utiliser la méthode de Newton et compléter le tableau au fur et à mesure. Pour P1, 2 moins 3x plus 2. Pour P2, je développe les calculs, je trouve, et là, surprise un petit peu, on va dire, 2 moins 3x carré qui est exactement f. Est-ce que ce résultat était prévisible pour vous? Le fait que P2
Le polynôme Non. d'interpolation de degré 2, c'est exactement f. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, oui, mais est-ce que c'est explicable? Oui, on peut l'expliquer facilement et d'une manière très simple. Lorsqu'on cherche un polynôme d'interpolation, on cherche une approximation. Un polynôme qui va me donner la meilleure approximation de la fonction. Si cette fonction est elle-même un polynôme, quelle est la meilleure approximation entre guillemets? Est-ce qu'on peut trouver une meilleure approximation de degré 2? C'est égal à elle-même. Voilà, il n'y a pas lieu de chercher une approximation de moment que la fonction elle-même est de degré 2. D'accord? Donc, avant de faire les calculs, bon, c'était pas clair pour tout le monde, mais on pouvait imaginer ce scénario. Là, c'est comme si vous essayez bon, je veux dire, de chercher une approximation sous forme d'un carré, d'un objet qui est carré. Ben, bien sûr, la meilleure approximation, c'est cet objet même. S'il s'agit d'une boule, d'une sphère, de ce que vous voulez, oui, on peut toujours chercher le carré qui va approcher mieux cette sphère. Mais s'il s'agit d'un objet qui a déjà la forme requise, c'est-à-dire un carré, ben là, c'est la meilleure approximation, c'est lui. Maintenant, c'est le cas pour le degré 2. Ce qu'on peut imaginer pour le degré supérieur? Est-ce qu'on peut trouver une meilleure approximation de degré 3? La réponse ici est tout simplement non. Pourquoi? Parce que la meilleure approximation, nous l'avons déjà obtenue, c'est le polynôme lui-même. Donc 2 moins 3x carré. Même si j'ajoute 2 points d'interpolation, j'aurai toujours P3, P4, P5 qui vont toujours être P2. D'accord? On peut même démontrer ce résultat par un calcul mathématique. Donc ici, Pn de xi est égal, Pn de xi est égal à f de xi. F, n'oublions pas que f est un polynôme. Donc le polynôme différence Pn moins f des xi est égal à 0. C'est on va dire, c'est un raisonnement que nous avons utilisé plusieurs fois maintenant. Regardez ici. Pn pour n supérieur ou égal à 3. Pn de xi est égal à f de xi. Et là, c'est un polynôme. D'accord? Donc, je considère le polynôme de degré 2. Là, c'est un polynôme de degré n. Je considère la différence Pn moins f de xi qui est égal à 0. C'est un polynôme de degré n. D'accord? C'est un polynôme de degré n. Bon, et il y a combien de racines ici? D'accord? C'est xi. Ça veut dire xi est racine de Pn moins f. Ça, c'est un seul polynôme. I, elle prend quelle valeur? De 0 à n. C'est-à-dire, j'ai combien ici de racines? J'ai n plus une racine. Ben, regardez, j'ai un polynôme culant qui a n plus de degrés, il est important, de degré n, avec n plus une racine. Est-ce que c'est raisonnable, ce résultat? Non, c'est pas raisonnable. Non. Dans le cours des polynômes, vous avez la propriété, dans le cours d'algèbre en S2, vous avez la propriété. Un polynôme de degré n a au maximum n racines distinctes. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, je peux écrire culant comme étant x moins x0, x moins x1 jusqu'à x moins xn. Ça va me faire déjà xn plus 1. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ici, on déduit que culant de x est égal à 0, c'est-à-dire Pn moins f de x est égal à 0, c'est-à-dire Pn de x est égal à f de x. Je prends n'importe quel nombre de points,
j'aurai toujours le même polynôme de degré, le même polynôme d'interpolation qui va s'arrêter à 2 moins 3x au carré, qui est le polynôme. Est-ce que ce résultat peut être généralisé à une fonction f quelconque? Je vous pose la question. Est-ce que je peux généraliser ce résultat pour une fonction f quelconque qui n'est pas forcément un polynôme? La réponse est clairement Non, non, monsieur. La réponse est clairement non. Parce que si la fonction f n'est pas un polynôme, je peux toujours améliorer l'interpolation. Si j'ajoute des points, je vais toujours améliorer. Même si la différence devient négligeable, bah, je vais continuer à améliorer. Je ne retrouverai jamais l'erreur égale à 0. L'erreur va être toujours de plus en plus petite, mais n'est pas égale à 0. Bah, là, les deux exercices, ça traite un cas particulier, mais il est important de les manipuler. Ça traite l'interpolation des polynômes. C'est une notion qui n'est pas très fréquente, mais elle donne lieu à des situations bien intéressantes qu'il faut bien donc comprendre. Alors, l'exercice suivant, ça serait le dernier avant de prendre une petite pause. Alors, soit f, la fonction définie de classe C3, définie sur 0,3 à valeur réelle. Déterminer le polynôme d'interpolation d'ordre 2 de f, noté P2 de x, qui prend les mêmes valeurs que f en 0, 1 et 3. C'est-à-dire là, nous avons les points d'interpolation. F est une fonction qui, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est de classe C3. Nous n'avons pas d'expression. Elle est définie sur 0, 3. D'accord? Donc f est C3 sur 0, 3. Et on cherche à déterminer P2 de x sur la base de x0 égale à 0, x1 égale à 2 et x2 égale à 3. Et plutôt 1. Voilà. Donc x1 égale à 1 et x2 égale à 3. Polynôme d'interpolation P2. Donc je dois déterminer L0, L1, L2. Ça, si je veux utiliser la méthode de Lagrange. Est-ce que dans la question, est-ce que cette question m'oblige à utiliser une méthode bien précise? Déterminer le polynôme d'interpolation. Non. Oui. Non, voilà. Ici, il n'y a aucune méthode imposée, donc chacun peut utiliser la méthode qui lui semble bon. Bon, mais donc, est-ce que je peux utiliser la méthode de Newton ici? Non, monsieur. Non. Non. Pourquoi, mademoiselle, je ne peux pas utiliser la méthode de Newton? Ou n'importe qui peut intervenir. Pourquoi je ne peux pas utiliser la méthode de Newton ici? Parce qu'on n'a pas la valeur de f de... Parce que nous n'avons pas les fonction. fx. Oui, la fonction et les f de, particulièrement les fxi, parce que nous ne pouvons pas, c'est-à-dire nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous n'avons pas l'expression de la fonction comme le premier exercice, mais nous avons fxi, les images des points d'interpolation. Ici, c'est ni l'une ni l'autre. Nous n'avons aucune donnée par rapport à f. Donc, la méthode de Newton, la méthode directe, je ne peux pas les utiliser ici. Ici, c'est particulièrement la méthode de Lagrange. Même si dans la question, on ne vous précise pas la méthode. Mais ici, avec les données, je ne peux pas utiliser la méthode de Newton, je ne peux pas utiliser la méthode directe. Pourquoi je ne peux pas utiliser la méthode directe? Parce que la méthode directe, je dois écrire à chaque fois, c'est f de xi. Et c'est f de xi, je ne l'ai pas. Donc, ici, je vais déterminer le polynôme L0 de x. Alors, L0 de x, c'est x moins 1, x moins 3 sur 0 moins 1, 0 moins 3. L1 de x, c'est x moins 0, x moins 3, 1 moins 0, 1 moins 3.
L2 de x et x moins 0, x moins 1 sur 3 moins 0, 3 moins 1. Bien sûr, il faut développer, organiser et ajuster donc les écritures des trois polynômes. Maintenant, comment je vais donner P2 de x? Ben, c'est somme de fxi, Li de x. Donc, c'est f de 0, L0 de x, plus f de 1, L1 de x, plus f de 3, L2 de x. Faites attention ici. Ici, c'est l'indice xi, donc c'est x2, l'indice, x2, donc c'est l'indice, et là, c'est la valeur x2. Hein, pour ne pas donc imaginer qu'on aura toujours, comme un ou deux exercices que nous avons vus, nous avons toujours 0 ici, 0 là, 1 ici, 1 là, donc quelqu'un va imaginer 2 ici et 2 là. Non, parce que dans l'expression, nous avons ici l'indice de xi, mais ici, c'est la valeur. Donc, il n'y a aucune condition que ce soit de la même manière. Ici, 0 et là, 0. Ça, c'est une simple coïncidence. 1 ici, 1 là, mais rien ne dit que ça va être 3 ici, 3 là, ou bien 2 ici, 2 là. Donc, c'est donc la première question. Le calcul, maintenant, je suppose que tout le monde est habitué à ces calculs. En plus, il n'y a que 3 points, donc il n'y a rien de compliqué dans ces calculs. Donc, j'organise cette écriture, j'ai les polynômes L1, L2 et L3. Et P2, ben, voilà, je vais parler de cette erreur-là. D'accord? Voilà, elle apparaît là. Moi aussi, je peux commettre des erreurs parfois. Donc, ici, heureusement que nous n'avons pas d'expression de f, sinon ça va être erreur. Donc, il faut donc que je rectifie ça par la suite, c'est f3 et non pas f2, parce que les points, c'est 0, 1 et 3. D'accord? Ça, c'est la première question. Est-ce que je peux réduire? Est-ce que je peux ajuster? Non. Pourquoi? Je n'ai pas l'expression de f, donc je ne peux pas calculer ces valeurs. La deuxième question. Alors, la deuxième question. Déterminer la méthode de quadrature élémentaire. Lorsqu'on dit quadrature, automatiquement, on doit savoir qu'il s'agit d'intégrale. De quadrature élémentaire obtenue en remplaçant l'intégrale de f sur 0,3 par l'intégrale ou par celle de P2. Voilà. Donc, j'ai ici, je vais dire l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx est approximativement égale l'intégrale de 0 à 3 de P2 de x dx. Or, P2, c'est cette écriture-là. Donc, égale l'intégrale de 0 à 3, cette écriture-là, dx. Ce que nous avons remarqué la dernière fois dans le cours, nous avons dit que ici, nous avons une somme finie, 3 éléments. Le constant de Nous avons des constantes qui sont f0, f1 et f3. Donc, nous pouvons utiliser la propriété connue, la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire, d'abord, j'ai la somme de 3 éléments ici. Je vais écrire ça comme l'intégrale de cette somme comme étant la somme de 3 intégrales. Et puis, je vais mettre donc les constantes en dehors de l'intégrale. Donc, ça va être 0, f de 0, l'intégrale de 0 à 3, L0 de x dx, plus f de 1, l'intégrale de 0 à 3, L1 de x dx, plus f de 3, l'intégrale de 0 à 3, L2 de x dx. Et bien sûr, je dois revenir pour calculer je dois revenir ici pour calculer l'intégrale de chaque polynôme de Lagrange. D'accord? Bon, si je prends ici, ça va être x au carré moins x, et ça va être 3 moins 1 et 3 moins 0 et 3 moins 1, 2, c'est un sixième.
Donc, j'ai 1/6 x au carré. Je vais montrer juste un exemple de calcul. Donc, l'intégrale de 0 à 3 L0 de x dx, vous le calculez. L'intégrale de 0 à 3 L2 de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 3 1/6 x au carré moins x dx est égale à 1/6. La primitive de x3 de x au carré, c'est x3 sur 3. La primitive de x, c'est x au carré sur 2 entre 0 et 3. Donc, égal à 1/6. 3 à puissance 3, c'est 27 27. sur 3. Oui, 27 sur 3. Moins 9 sur 2. Voilà. Moins, là, je remplace, c'est 0. Donc, je dois organiser cette écriture, multiplier par 3, ajuster et tout, et donc retrouver ce coefficient-là. C'est un calcul intégral simple qu'il faut faire et ajuster. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. L'intégrale de f, c'est approximativement égal à l'intégrale de P2. P2, c'est cette écriture-là. J'utilise la linéarité de l'intégrale et je calcule ces trois intégrales. Chaque calcul élémentaire, il est simple, mais il faut le faire. Essayer de faire très attention par rapport à. Donc, pour L0, je trouve un quart. Pour L1, je trouve 3 quarts. Pour L2, non, il s'agit d'erreur ici. C'est par rapport à notre exercice, je suppose, oui. Les bornes, là. Ici, Oui, on a oui, moins 1. oui, oui, c'est bon. Ça, c'est l'exercice suivant. Voilà. Voilà. Bien. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était ce que on vient de voir, c'est pour l'exercice suivant. Donc ici, voilà, 0,3, c'est la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de L0, je vais trouver 0. L'intégrale de L1, je vais trouver 9 quarts. L'intégrale de L2, je vais trouver 3 quarts. Et puis, je vais formuler la quadrature. D'accord? La quadrature, l'intégrale, ici c'est l'intégrale, c'est f de 0 fois 0, f de 1 fois 9 quarts, f de 2. Donc en fait, j'ai besoin d'une écriture quadrature. Quelle est cette écriture quadrature? 3 oméga i fois f x i, oméga 0 fois f x 0. 3 pourquoi? Parce que c'est 3 moins 0. Je dois toujours mettre en évidence p moins a, 3 moins 0. Oméga 0 fois f de x0, oméga 1 fois f de x1 et oméga 2 fois f de x2. J'ai adapté cette écriture, même si j'ai ici 0, je ne vais pas dire 0 fois f0, c'est 0 et c'est terminé. Non. C'est vrai que ça a une valeur 0, mais on me demande, c'est l'écriture quadrature. L'écriture quadrature, il doit être toujours sous forme de. L'écriture quadrature, il doit être toujours sous forme de quoi? B moins A, l'intégrale de A à B, f de x dx, est égale à B moins A, il ne faut pas oublier ce terme-là, sigma de oméga i, f de xi. Donc, même si j'ai 0 multiplié par f0, bah, je dois garder dans l'expression f0, même si je sais que ça va être égal à 0. Donc, voilà la quadrature. J'ai une question ici. Pourquoi je ne retrouve pas la méthode de. J'ai 3 points. Pourquoi je ne retrouve pas la méthode de Simpson? Est-ce que quelqu'un a une réponse? On sait que pour n égale à 2, c'est-à-dire 3 points, dans le cours, nous avons vu que c'est la méthode de Simpson. Pourquoi ici, je ne retrouve pas les coefficients de la méthode de Simpson? Les coefficients de la méthode de Simpson, c'est 1/6, 4/6, 1/6. Et c'est pourquoi je trouve ces coefficients, ces poids, qui sont 0, 9 quarts et 3 quarts. Est-ce que quelqu'un a dû se poser cette question? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse?
Monsieur, les points ne sont pas équidistants. Pardon? Les points ne sont pas équidistants. Je sais pas si... Bon, j'ai vraiment du mal à déchiffrer donc ton intervention. Ça, c'est chaque fois, moi, je dis un Nico. Vraiment, La discrétisation n'est pas... très bien. Voilà, bah, je pense que même votre camarade le premier a essayé de dire la même chose, mais c'était pas clair, donc au moins, j'arrive pas donc à recevoir le message. Oui, le problème ici, vient de la discrétisation. Pour obtenir les méthodes de Newton-Cotes en général, Simpson en particulier, on utilise des XEI avec XEI égale à A plus IH. Discrétisation uniforme. Rappelez-vous ce que nous avons dit la dernière fois, même distance. H. Ici, nous avons 0, 1 et 3. La distance ici, c'est 1. La distance ici, elle est de 2. Donc, je n'ai pas le même pas H. J'aurai ici un cas où j'ai H1, H2. C'est-à-dire le pas, il dépend de l'intervalle. Bien sûr, ici, je ne peux pas obtenir une méthode que je vais utiliser tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois, je change les points, je dois recalculer les LA. Mais l'explication, c'est que il ne s'agit pas d'une méthode Newton-Cotes. Pourquoi? Parce que la discrétisation n'est pas uniforme. Voilà, donc là, on arrive donc, à la fin de la première partie de cette séance. Nous allons prendre une dizaine de minutes et reprendre vers 12h30 pour donc avancer sur les autres exercices. Est-ce que vous avez des questions pour ces derniers exercices? Ou le dernier, en fait? Professeur, moi, concernant les derniers exercices de la série 1, tout à l'heure. Pardon? Le dernier exercice de la série 1. Oui, alors écoutez, donc, me donner la possibilité de rappeler. Donc, je vous ai posté un message sur Facebook. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Donc, pour une séance demain, est-ce que vous êtes disponible d'abord, les deux sections? Est-ce que vous n'avez pas de cours programmé à 10h30? Non, personnellement, non. Non, non. Non, monsieur. Bah, je veux des réponses pour les deux sections. Un étudiant section A, l'autre section B. Vous en avez, Moi, je donc, suis de section A. Section A, oui. Quelqu'un de section B? Moi et la section B, et j'ai disponible à demain. Voilà, parfait. Donc, pour ces questions, pour ta question sur la série 1, les questions concernant le cours et tous ces éléments-là, vous pouvez les poser demain. D'accord? Ok, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, une séance à partir de 10h30, pratiquement, on va dire 2 heures de révision. Peut-être il va nous rester un ou deux exercices, nous allons le terminer, mais c'est une séance de révision surtout sur l'ensemble de vos questions. Ça serait l'occasion, si vous avez des questions, cours, TD, de les poser. Maintenant, nous allons prendre notre petite pause et puis à 12h30, nous allons reprendre à partir de l'exercice 6. Voilà. À tout de suite.